Ok, merci à tous. Merci de me donner aussi l'opportunité de partager un petit peu mon expérience. Donc je voulais juste commencer par cadrer un petit peu mon discours. Je parle à un nom personnel, basé sur mon expérience de ma compagnie, mais par contre il y a pas mal d'avis qui sont très très personnels, donc je préfère quand même le préciser dès le départ. Et je commence toujours par définir les premières variables en fait, qui vont donner suite au modèle et au discours que je vais tenir. Donc ne voyez pas, vous voyez quand même pas mal de second degré et d'ironie dans ce que je pourrais donner. Puisqu'on va quand même faire une comparaison assez parfois acide d'un comparatif entre la place de l'IT et la place du cloud, en particulier dans le monde de l'entreprise, par rapport à sa place dans le monde un peu plus cloud native des startups. Du coup, j'aime bien commencer une présentation et trouver un nom un peu pertinent. Le orange, c'est la couleur d'Amazon, et Orange is the New Black, c'est une série de Netflix. Netflix étant un des partenaires privilégiés d'Amazon, et notamment pour beaucoup le client unicorn de Amazon. Un petit témoignage de mon background. Donc moi je suis un former Microsoft et VMware, donc je suis quelqu'un de très très infra. Je suis actuellement IT lead architecte pour une grosse entreprise française qui a une présence internationale, on verra un petit peu sur le slide d'après. Et je suis hyper enthousiaste en fait par le courant actuel qui se dégage sur la transformation digitale. On en parlait tout à l'heure, un mot valise où on met un petit peu tout dedans, mais par contre je sens qu'il y a un vrai courant de transformation. On fait les choses de manière différente, on a un espèce de melting pot entre une partie technologique et une partie d'organisation. C'est un changement qui est passionnant. C'est un changement que moi j'aime prendre dans sa globalité, tant pour la partie développement, qui est quelque chose qui est très très loin de mon cursus, mais sur lequel il y a vraiment une créativité et une libération en fait, des idées qui est hyper intéressant. Et du coup, je suis un grand fan de tous les game changers qu'on peut avoir, que sont Werner Vogels, le CTO d'Amazon, et puis tous les autres profils en fait, qui ont vraiment réinventé le modèle, type Adrian Cockcroft, l'ancien CTO de Netflix, qui a depuis rejoint Amazon, je crois que ça a été annoncé il y a un mois. Ils sont en train d'un peu consolider toutes les grandes têtes pensantes. Ma compagnie, qu'on appellera Transportation World Company durant la présentation. Donc c'est une entreprise qui fait environ 90 000 personnes, avec un chiffre d'affaires de 7 milliards annuel, une présence worldwide avec une vingtaine de pays et des pays qui se dégagent vraiment majoritairement et qui sont un petit peu disséminés aux quatre coins de la planète. Donc ça nous donne quand même un besoin de pouvoir adresser des problématiques d'infrastructure et des problématiques d'hébergement avec un partenaire qui va être un partenaire présent de manière largement distribuée. Donc les partenaires cloud et les leaders du cloud en général nous apportent cette possibilité de pouvoir avoir une vision complètement globale et d'essayer en fait de créer une gouvernance, ou tout du moins de créer en fait des méthodologies qu'on essaiera d'appliquer sur plusieurs plaques géographiques. On est aujourd'hui au niveau de la DSI, et si je parle des DSI, en prenant tous les pays, on est quand même sur quelques centaines de personnes, j'ai pas le nombre exact, mais on est quand même une équipe assez importante, donc avec des notions de réfraction au changement qui sont assez importantes également. On a très peu de développement interne, et ça c'est un gros frein en fait dans l'adoption du cloud, parce que ça veut dire qu'on ne va pas avoir la liberté de pouvoir redesigner nos applications pour les rendre cloud native. Donc ça veut dire aussi qu'on est très très dépendant des acteurs du marché, de tous les ISV qui vont nous fournir nos solutions. Et ces éditeurs de logiciels, ils vont être souvent dans les grands groupes, soit des très gros pour tous les services support type compta, paye, sur lesquels on va vraiment aller chercher des logiciels du marché qui sont très très répandus, ou alors dans le monde du transport, des niche players qui vont vraiment en fait adresser un besoin, et ces besoins peuvent être des besoins très très locaux,
il n'est pas rare en fait d'aller chercher une application qui va être développée par quelqu'un qui vient du monde du transport, qui s'est mis à son bureau et qui a développé en fait en fonction d'un besoin très très localisé de gestion des pleins de carburant ou de gestion sa rotation d'exploitation d'un réseau de transport suivant des spécificités très locales, va construire une application et cette application va être difficilement corpisable, si je puis dire ainsi. En termes de volume, aujourd'hui, on a à peu près 600 serveurs en data center en France. On en a beaucoup plus qui sont disséminés sur le territoire. On est en train d'essayer d'aller chercher, ce qui n'est pas une mince affaire. On s'est aperçu qu'on avait vraiment une distribution de workloads informatiques qui était très très importante. Et on a une mutualisation des services sur ces standalone serveurs qui est très importante. Donc en fait, on est un petit peu dans le mode plat spaghetti. Quand on va chercher quelque chose, il faut bien faire attention à toutes les adhérences qu'on va aller tirer. On a un virtualization ratio qui est relativement bon, à peu près 90%. Mais comme on n'est pas à 100%, ça veut dire qu'on a encore des serveurs physiques. Le serveur physique, c'est un petit peu la grosse problématique qu'on va avoir dans la transition vers le cloud. Donc ça, c'était juste l'intro. Au niveau de l'agenda, je vais commencer par faire un petit retour d'expérience et mon avis personnel sur qu'est-ce que c'est que... comment est perçu le cloud computing aujourd'hui au niveau des entreprises et des entreprises enterprise grade. Je vais vous faire un petit feedback sur le voyage dans le cloud, ou tous les mois le journey dans le cloud de ma compagnie. Et puis après, on va essayer de faire une petite démo sur un use case qui me tient particulièrement à cœur, qui est le replatforming, et qui permet en fait d'adresser au niveau infrastructure le changement qu'on va avoir au niveau d'une application. Donc, quand on n'a pas la possibilité d'aller chercher une application par son code, on peut essayer d'aller la chercher par l'infrastructure, et ça passe par aller chercher des services de cloud players qui vont être des services où on va élever un petit peu le niveau d'abstraction. Je voulais faire donc un premier check en fait au niveau de la population du meetup, de savoir en fait qui était plutôt côté startup, qui était plutôt côté dev, côté enterprise, qui était plutôt dev et qui était plutôt côté infra. Donc est-ce que, juste pour que j'arrive à situer un petit peu, au niveau des gens qui sont plutôt infra, ok, c'est pas mal. Donc j'imagine que les autres sont plutôt côté développement. Cool, donc on va dire que ça fait 50-50, c'est plutôt pas mal. J'ai un peu tout mon slideware qui est basé sur la répartition. Et au niveau des tailles des entreprises, est-ce que vous êtes plutôt enterprise, plutôt grand groupe ou plutôt start-up? Si en groupe, grand groupe. Ok, et tous les autres c'est plutôt c'est pas mal aussi. Du coup en fait j'ai voulu faire un petit cultural check au niveau du knowledge, de savoir en fait si ça disait quelque chose à quelqu'un. Ok, cool. Est-ce que ça dit rien à quelqu'un? En fait, pourquoi est-ce que je veux vous montrer ça? C'est pour vous montrer en fait la différence avec quelque chose qui est plus dev-oriented et qui est... En fait, ça sert à peu près à la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va adresser une problématique de stockage et en fait, ça montre en fait, pour moi, la fracture aujourd'hui et l'évolution qu'on va avoir. C'est-à-dire, on parle beaucoup de software defined business, de software defined beaucoup de choses et pour moi, ça c'est vraiment un exemple concret de comment est-ce qu'on change les choses. D'un côté, on va avoir une IT très traditionnelle qui va être habituée à son hardware, à ses SFP, à son zoning SAN. Et de l'autre côté, on va avoir quelqu'un qui est plutôt développeur, qui va avoir besoin de provisionner une infrastructure. Et ce provisioning, il va le faire via un call API. Du coup, je n'ai pas choisi un call API au hasard, j'ai choisi un call API qui permet en fait de provisionner du stockage pour avoir en fait une certaine accroche avec le slide précédent. Donc, au niveau des deux mondes, qui ne s'affrontent pas, mais des deux mondes qu'on a aujourd'hui, on a une vraie divergence au niveau culturel sur comment est-ce qu'on fonctionne. Dans l'entreprise, on va avoir une gestion du legacy qui est hyper importante. Et cette gestion du legacy, elle va expliquer beaucoup de choses et elle va expliquer beaucoup de la différence de plein de buzzwords qu'on peut entendre aujourd'hui, notamment du time to market dont on parlait tout à l'heure. C'est beaucoup plus facile d'avoir
une organisation avec des principes agiles, avec du lean management, quand on part de quelque chose qui est restreint ou qui est inexistant, c'est-à-dire quand on construit quelque chose, que quand on a un legacy monstrueux. Aujourd'hui, le legacy de mon entreprise, c'est 600 serveurs en data center. C'est peut-être 1000 serveurs au niveau des plaques régionales, et ça juste en France. Et ça veut dire que si je dois, si on veut avoir une orientation cloud avec quelque chose qui est beaucoup plus cloud native, il va falloir qu'on gère ce legacy. Donc ce legacy, il faut le gérer tant au niveau du support, au niveau des opérations, qu'au niveau de la gestion des adhérences. Juste pour bien préciser quelque chose, c'est pas parce que l'enterprise a une rapidité d'adoption qui est beaucoup moins dynamique que pour autant les gens qui y sont ne valent pas grand-chose. Ce qui est fondamental, c'est que les entreprises, elles n'ont pas en face d'elles des projets Greenfield. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte, ça veut dire qu'il faut qu'on change, et le changement, c'est difficile pour plein de raisons, pour des raisons d'organisation et pour des raisons techniques. Donc la grosse chance des startups, c'est ça. C'est qu'on part d'une page blanche, et quand on part d'une page blanche, comme je le dis, on construit, et quand on construit, en fait, on peut aller directement à la cible, directement à l'état de l'art. La réalité de l'entreprise, ça ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire qu'on va on va devoir en fait identifier ce qu'on a, on va devoir identifier ce qu'on veut, et de là, en fait, on va avoir un delta qui va être assez monstrueux. Du coup, il va falloir piquer les bons triggers. Il y a une identification, il faut connaître son SI sur le bout des doigts, il faut connaître toutes les interactions, toutes les différentes adhérences qu'on va avoir pour pouvoir aller au plus juste, pour pouvoir identifier vraiment là où on va avoir des gains pertinents. Et juste pour, si on se projette un petit peu plus dans la potentielle histoire qu'il pourrait y avoir dans quelques années, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les startups d'aujourd'hui seront certainement les entreprises de demain. Et je vous invite à aller voir au Reinvent de cette année, donc quand la vidéo sera dispo en ligne, il va y avoir un témoignage de Netflix qui est quand même catalogué d'une grosse startup, ou tout du moins avec un mindset hyper startup, qui a dû et qui doit encore gérer le déplacement de toutes ces instances, des instances EC2 classiques vers un VPC. Donc ça représente des milliers d'instances, ça représente des charges dynamiques. Et je pense que ce témoignage va vraiment asseoir le fait qu'il y a des entreprises qui sont nées dans le cloud, qui ont levé les principes du cloud et qui aujourd'hui, dû à l'évolution rapide de certaines plateformes et notamment d'Amazon, se voient contraintes de gérer un legacy. Au niveau des entreprises, pourquoi est-ce que les entreprises elles se focalisent sur le cloud aujourd'hui? Donc, j'aime bien cette citation qui vient d'un VP de Gartner, donc Gartner qui est un petit peu la Bible pour les enterprises, et qui dit que le changement a été amorcé et aujourd'hui on est vraiment plus sur quelque chose qui arrive, on est sur quelque chose qui est là. Et on est sur quelque chose qu'il va falloir que les entreprises, sur lesquelles les entreprises vont également devoir s'adapter et elles vont également devoir gérer ce changement. Et ce changement-là, il est déjà là. Donc en fait, le temps devient relativement réduit. Et comme je le disais, le Gartner, c'est un petit peu la Bible. Et aujourd'hui, quand on voit le MQ au niveau du YAS, des YAS Players qui est sorti cette année, on s'aperçoit qu'au final, le choix qui va être naturel pour une entreprise, il est relativement restreint. Il faut savoir que dans toute adoption d'une technologie, on va avoir une courbe en fait qui est relativement identique à chaque fois. Et en fait, cette courbe d'adoption, on va avoir une première population qui va être cette population qui n'a pas de legacy, qui va pouvoir en fait aller directement sur quelque chose qui est disruptif, qui va lui permettre d'avoir un avantage sur concurrentiel. Et après, on va avoir une espèce de fracture qui va définir en fait si cette technologie elle va prendre, si jamais cette technologie elle va être complètement libérée, et du coup elle va s'appliquer à d'autres secteurs, d'autres markets. Et on est aujourd'hui dans le cloud. Ça dépend des pays, c'est très dépendant, mais on serait vraiment en fait plutôt dans en haut de la partie early majority, ce qui explique en fait qu'on a un enthousiasme au niveau des entreprises qui est arrivé très vite,
et qui est arrivé très fort. Donc la question pour une entreprise, c'est comment est-ce qu'on va de là, c'est-à-dire j'ai mes data centers, j'ai mes mètres carrés, alors peut-être que je suis en colo, peut-être que j'ai mes mètres carrés dédiés, mais j'ai toujours mes serveurs, je dois toujours changer mes disques durs, je dois toujours faire mes upgrades de firmware, gérer mon SAN à ça. Et ça, en fait, c'est toute la puissance, c'est toute la disruption et tout l'avantage qu'ont eu les early adopters du cloud, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont partis sur un provisioning d'une infrastructure qui était dev-oriented. Donc, vous voyez que c'est des copies d'écran que j'ai faites, donc je remercie Adrien qui n'est pas là, mais qui nous a fait le workshop CloudFormation. Quand on se met dedans, on s'aperçoit de toute la puissance de la chose. C'est-à-dire que on va avoir une agilité, on va avoir une facilité pour pouvoir provisionner les infrastructures que moi j'ai jamais vue. De là où, on part quand même d'une situation où on devait aller provisionner à la main, gérer des providers, gérer un cycle de commande qui était avec un cycle d'approbation d'investissement qui était relativement lourd et qui générait des délais qui étaient très importants, à quelque chose qui est en click to run pratiquement. Du coup, pour ça, il va falloir trouver les bons triggers. Et alors, ces triggers-là, au niveau de l'entreprise, ils sont de plusieurs types. Le premier type, il y en a certainement d'autres, mais ça, c'est les types majeurs. Le premier type, il va être le trigger opportuniste. J'ai une nouvelle application. J'ai un build ou un rebuild d'une infrastructure. À ce moment-là, étant donné qu'on est dans un micro-projet Greenfield, on peut aller directement à l'état de l'art. Ces projets-là, ça dépend des entreprises, mais généralement, ils arrivent quand même relativement souvent. Par contre, sur des items qui sont très faibles. Ce qui veut dire que la courbe d'adoption et la courbe de migration va être très lente. On va avoir un autre trigger qui va être le déplacement d'environnements non critiques. On va avoir des environnements de dev sur lesquels on n'a pas forcément envie d'avoir un investissement qui est fort, sur lesquels on va avoir des workloads qui sont très aléatoires et très intermittents. Du coup, on va se dire que c'est une bonne idée d'aller les provisionner dans le cloud, parce que je paye à la consommation, je paye à l'usage. Et un des use cases qu'on entend beaucoup, c'est mes environnements de dev, mes environnements de test, j'en ai pas besoin la nuit, j'en ai pas besoin le week-end. Du coup, juste un premier retour d'expérience, on a monté un environnement de pré-production sur Amazon en mettant en place en fait une fonction lambda qui allait, en fonction de certains tags, acheter toutes les instances le soir et les redémarrer le matin. On s'est aperçu qu'en faisant une ouverture du service d'environ de 10 heures, 5 jours sur 7, on adressait 39% seulement de l'uptime maximum possible. Donc 39%, on a baissé le coût de 61%. Il y a un autre trigger qui est hyper important, qui consiste en fait à se prémunir et à avoir en fait à éviter les murs de CAPEX. Donc là, on va être plutôt dans de la gestion de l'obsolescence ou de la gestion du renouvellement d'infrastructures, sur laquelle on va avoir des CAPEX assez importants. Et sur le coup, on va pouvoir peut-être investir ce mur de CAPEX sur un projet de transformation. Donc en fait, de gérer une migration avec cet investissement-là et d'opexifier nos coûts vers un modèle cloud. Et le dernier trigger, qui n'en est pas vraiment un, mais qui va être plutôt un projet d'entreprise qui nécessite un sponsorship très important et un sponsorship qui vient vraiment au niveau des comités exécutifs, qui fait la fortune des consultants et qui va nécessiter en fait vraiment un changement de mindset qui est hyper important. Je ne l'ai pas mis, mais énormément de formation, de l'évangélisation pour aller convaincre les gens. C'est vraiment la digitalisation ou la transformation digitale d'une entreprise. Du coup, un petit retour d'expérience sur ce que nous on a fait et sur les différents projets qu'on a pu lever. Par chance, on a à peu près un de chaque type. Le premier, c'est un projet opportuniste sur lequel on a eu un besoin pour une application BI qui était une application qui allait être, qu'on achetait à un provider qui était hébergé en mode, on va dire, pseudo-cloud sur un serveur, un hoster de serveurs classiques
et sur lequel en fait on a proposé une approche cloud qui nous permettait d'aller adresser un besoin qui n'est pas forcément fondamental au niveau du cloud, qui est l'upscaling. C'est-à-dire en fait en fonction, comme on ne savait pas trop en fait quel workload on allait avoir, le meilleur moyen de se prémunir de problèmes de performance c'était de pouvoir facilement bouger les configurations des machines, à la hausse, à la baisse, alors plutôt à la hausse, et ça nous permettait aussi en fonction de la charge et en fonction du déploiement de, alors moyennant quand même une interruption de service, d'aller changer la configuration de la machine. On a eu un bénéfice collatéral qui a été assez appréciable, c'est que c'est une application qui avait été qui a été déployée par une business unit étrangère aux États-Unis, et sur lesquels on avait fait le choix, pris le parti de déployer le serveur sur la région de Dublin. Et on s'est aperçu qu'on avait des problématiques de latence qu'on n'avait pas identifiées. On pensait que la latence allait être négligeable, et du coup en fait on a pu, parce qu'on était chez Amazon, avoir une relocalisation de l'instance facile, rapide et relativement alors peu invasive au niveau de notre infrastructure, et surtout à un coût défiant toute concurrence. Ce qui est assez rigolo, c'est que l'éditeur de logiciel était plutôt sceptique par rapport au fait de porter son application dans Amazon. Et en fait, ça s'est fait relativement facilement. On n'a pas réinventé la poudre, on a installé son application sur une instance. Mais j'ai trouvé que c'était relativement intéressant de voir comment il peut y avoir une réfraction, encore y compris au niveau des éditeurs de logiciels. Le deuxième projet opportuniste qu'on a mené, alors là qui était plus conceptuel, c'est de se dire on a eu besoin d'héberger un connecteur de 2 applications SaaS. Et du coup la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi est-ce qu'on ramènerait des données en interne alors que la source et la destination sont externes, sachant qu'on n'a pas de transformation à faire dessus. Donc là-dessus c'est plutôt une intelligence de positionnement, de se dire on va aller chercher, on va surtout pas créer un SPOF qui va être sur nos infra on-prem, et on va justement aller chercher cette résilience by design d'un provider cloud pour aller héberger ça. Du coup, j'ai récupéré le code, je l'ai monté dans un install, et au final, ça marche. Et ça marche en click to run. Sur la partie, sur le trigger de la relocalisation des environnements non critiques, on a eu un use case assez rigolo parce qu'il nous fait en fait aller chercher des services qui sont pas forcément hyper mis en avant, mais qui sont assez intéressants. On a besoin aujourd'hui, donc c'est un projet qui est en cours, on a besoin de déplacer 17 Tera de vidéos qui sont aujourd'hui stockées sur un serveur vieillissant et dont on va avoir à gérer l'obsolescence pour archivage. Du coup, on s'est posé la question de la pertinence de les mettre dans le glacier. On est vraiment dans de l'archivage, sachant que c'est plutôt pour une contrainte légale ou c'est plutôt pour une contrainte de les avoir quelque part au cas où. Donc ce qui est rigolo, c'est que 17 Tera à transférer par le réseau, on s'est aperçu que ça allait être un peu problématique. Du coup, on a fait appel au snowball, donc au-delà de l'exotisme d'avoir la grosse valoche, c'est vraiment en fait le fait de pousser le service Amazon qu'ils ont mis en avant l'année dernière en disant que pour gérer cette amount de data, rien n'est plus rapide que FedEx. Donc ça c'est assez rigolo. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu difficile à mettre en place parce qu'on est sur des permissions IAM, si on veut aller de manière très très fine. On est sur des permissions IAM qui sont cross-service, et les permissions IAM cross-service, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc, faut se mettre dedans. Et la partie glacier, les fondamentaux de glacier ne sont pas non plus hyper simples à appréhender. Comme tout est fait en asynchrone, en fait, on paye beaucoup pour voir. Donc on fait quelque chose, on attend 6 heures, ou on attend le lendemain, et on voit ce que ça donne. La dernière partie un petit peu touchy avec Glacier, c'est qu'on n'a pas d'accès via la console graphique. Donc tout se fait en ligne via la CLI Amazon, où on va aller chercher un éditeur d'outils tierces, où on fait le sien. Au niveau de la partie
du trigger de s'affranchir des murs de CAPEX. On a un projet de faire un complet rebuild de notre DR. Alors en fait, c'est même plus étendu que ça depuis la semaine dernière, c'est qu'en fait on a plusieurs projets de rebuild de nos DR sur plusieurs plaques géographiques. Donc ça c'est assez intéressant parce que du coup ça nous permet d'essayer d'aller chercher de la convergence avec nos autres pays. Donc ça aussi c'est un petit peu un bénéfice inattendu, de se dire on va essayer justement de créer un peu de team building, de créer notre formation et notre information sur le cloud, sur des équipes qui étaient jusqu'à présent relativement autonomes. Donc on a quand même commencé quelque chose, on a voulu tester quelque chose, on a fait un POC sur une solution, c'est une solution de réplication du marché qui fonctionne naturellement dans un écosystème VMware to VMware, qui s'appelle Zerto, et qui a un plugin qui permet en fait d'aller répliquer des datas dans S3, donc sur du stockage relativement cheap, et qui permet en fait derrière d'aller déclencher suivant des modèles prédéfinis toute la partie orchestration du redémarrage. Du coup, le volume qu'on a choisi pour ce POC c'était 15 VM et environ 2 Tera de stockage. Voilà la tête que ça en termes d'architecture très très macro. On voit bien qu'on va aller, en fait on a une solution qui est relativement intéressante puisqu'elle va marcher comme splitter d'IO au niveau de la ferme de virtualisation. Elle va aller envoyer tous ces IO au niveau de bucket S3, ce qui veut dire qu'on a une granularité en fait qui est hyper intéressante. Je vous ai mis un petit peu les pros et cons les lessons learned qu'on a pu avoir sur ce projet-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment en mode nominal, c'est-à-dire quand on est en mode, on n'est pas en failover, on a quelque chose qui est vraiment cheap. On parle d'environ $200 par mois pour le stockage de 2 Tera. Comparé en fait à un investissement de racheter du matériel, éventuellement de renouveler un SAN, de gérer des appliances de réplication, et de gérer également toutes les opérations qui vont au-dessus de cette infrastructure dormante mais néanmoins online, c'est quand même assez intéressant. Là où j'ai été vraiment bluffé, c'est sur deux choses. La première, c'est sur les performances de la réplication. On a vraiment une réplication qui est vraiment intéressante, parce qu'il y a de la dédupe à la source, parce qu'il y a une compression des blocs. Et on a un RTO qui est quasiment instantané. Alors on n'est pas en mode synchrone, on est en mode asynchrone, mais en mode asynchrone très très dynamique. Sur le temps du POC, on était en moyenne à 10 secondes de RTO. Donc juste pour expliciter, le RTO c'est le temps entre... alors d'ailleurs je me suis c'est le RPO, pardon, c'est le Recover Point Objective, c'est le temps de fraîcheur de la donnée. Ça permet également un failover partiel si jamais on voulait redémarrer une partie de l'infrastructure, et ça a un très faible impact sur l'infrastructure. Les points un peu plus négatifs, il n'y a pas de failback automatique, tout du moins pas avec le connecteur Amazon à ce jour. Il y a un RTO, donc j'ai inversé les deux. Il y a un RTO qui est difficilement prédictible. Pourquoi? Parce que en fait, le fait de retransformer les instances VMware dans des instances EC2 va nécessiter en fait l'appel à des API qui s'appellent VM import ou snapshot import ou image import, et on a des hard limits qui sont assez contraignantes. Et la hard limit en fait c'est qu'on peut gérer 20 tâches simultanées, et du coup en fait quand on a commencé à avoir beaucoup de volume, le RTO devient relativement important. Et la dernière partie qui était un petit peu qu'on a découvert avec un petit peu de souffrance, c'est qu'on avait certaines fonctionnalités ou certaines particularités de nos infrastructures qui étaient mal couvertes. Le dernier trigger, le projet stratégique, donc ça c'est un projet que nous aujourd'hui on mène dans une étude d'opportunité qui est devenue une vraie étude de transformation, qui est l'évolution de nos data centers traditionnels. Du coup, on a dû scoper ce qu'on voulait ou ce qu'on pensait éligible, et on s'est aperçu que dans une entreprise comme la nôtre, avec les besoins qu'on avait, avec les contraintes qu'on avait, tout était éligible. On a peu de contraintes réglementaires, on a quelques contraintes au niveau de licensing, mais qui sont adressables, ce qui veut dire qu'en fait on a vraiment un scope qui est global.
l'élaboration d'un business case, c'est très compliqué. D'autant plus quand on axe ce business case qu'au niveau infrastructure. Si on veut avoir un business case qui est hyper réaliste et sur lequel on va pouvoir attaquer attaquer les coûts réellement, il va falloir à minima embarquer les applications